Bonjour à tous, nous sommes sur Crossover épisode 2 avec Geoffrey et moi-même. Nous allons vous présenter l'actualité NBA et un peu parler de tout ce qui est potentiel MVP pour la saison actuelle. Donc Geoffrey, sur l'actu NBA en ce moment, on peut parler un peu des rumeurs de trade. Voilà, j'allais te dire, il y a des rumeurs qui concernent deux pivots. Donc les deux pivots stars en fait de la NBA, les pivots du moment. DeAndre Jordan, donc déjà, et Marc Gasol. Alors, on a avec DeAndre Jordan une situation dont on va parler qui est déjà la situation des Clippers, plus aussi sa situation à lui, c'est-à-dire les statistiques. Il est moins en forme, même beaucoup moins en forme que l'année passée. Ouais, ça c'est vrai. Ça. Niveau offensif, on n'a pas le sentiment qu'il peut peser pour cette équipe, même en l'absence de Blake Griffin, il fait pas mieux. Puis le facteur du départ de Chris Paul qui fait qu'offensivement il est plus le même que... Le départ de Chris Paul, ça fait quoi? Ça fait que DeAndre est tout seul dans la raquette, on lui passe le ballon mais c'est pas dans le bon timing. C'est un joueur qui n'a pas de bonne main. Donc il faut lui passer le ballon vraiment, on va dire au millième de seconde. Chris Paul, c'est un génie pour ça. Il l'a fait avec Tyson Chandler, il le faisait avec DeAndre. Ici, DeAndre il est un peu seul face à lui-même, donc il doit se responsabiliser. Il n'y arrive pas. Défensivement, on le voit, il est plus non plus à son top. Donc c'est plus la tour de contrôle qu'il était. Le bilan des Clippers n'est pas très bon non plus. Donc ils sont à l'heure actuelle 9e, 10e 10e de la conférence. 10e de la conférence. Pour une équipe qu'on disait quand même dans le top 5, 6. Voilà, la situation elle est claire. Il faut reconstruire. Donc, peut-être un départ peut changer la donne un départ d'un gars comme ça qui a quand même une expérience, qui on sait bien utiliser, rend des services. C'est le moment ou jamais de le transférer. Ouais. Puis de l'autre côté, on a Memphis. De l'autre côté, c'est une autre situation. On a Memphis avec Marc Gasol qui lui s'est inscrit comme un soldat. Un soldat fidèle. Le franchise player ou co-franchise player avec Mike Conley des Grizzlies. Marc Gasol, c'est 10 ans de bons loyaux service pour les Grizzlies. C'est des campagnes de playoffs. Énorme. Ouais, des stats encore au top. Ouais. Mais l'équipe ne fonctionne pas. Il y a eu le départ de David Fisdale, le coach. Il y avait eu donc les rumeurs disant voilà, il n'y a pas une très bonne entente entre Fisdale et Marc Gasol. L'équipe a fait le choix de garder Gasol. Mais est-ce que c'est pas le moment aussi pour peut-être reconstruire, penser à l'avenir? Le gars, il a 32 ans. Toi, tu serais général manager des Grizzlies. Là, aujourd'hui, vu la situation de l'équipe, tu fais quoi? Tu le gardes ou tu le transfères? Franchement, ça peut donner une plus-value à l'équipe. Donc, c'est vraiment très difficile de se dire de lâcher un French player comme lui en se disant que... Il a 32 ans. Il a 32 ans. Cette année, on va dire qu'il n'y aura rien pour les Grizzlies. Ils vont rien faire. Je pense qu'il va partir. Je pense qu'il va partir parce que lui-même, individuellement, il veut jouer les playoffs. Il veut peut-être un jour faire une finale de conf. Maintenant, c'est un mec loyal, fidèle aux Grizzlies. Mais le GM n'est pas derrière lui. Il ne le pousse pas à aller au... Il ne lui donne pas l'équipe pour qu'il soit... Il y a Mike Conley. Il y a évidemment... Ils avaient recruté Chandler Parsons, qui avait été longtemps blessé, qui a beaucoup de mal à faire les stats auxquelles on s'attend. Maintenant, autour de ça, c'est vrai qu'ils ont des bons lieutenants, mais ils n'ont pas une équipe comme les Warriors ou les Spurs. C'est pas une équipe qui fait peur d'un point de vue effectif. Non. Tu vois les noms sur le papier, les noms des mecs, tu te dis pas, ouais, là, on a des All-Stars, on a du lourd, c'est du sérieux, ça va aller en finale de conf, ça va chercher une bague, on en est loin. Donc, transférer Marc Gasol, peut-être pour reconstruire dans les 2-3 années qui viennent. Mike Conley sera à ce moment-là aussi vieillissant. Aussi. Donc, il faut quoi? Il faut faire quoi? On reconstruit de zéro et on transfère tout le monde? Ou alors on essaie de bricoler autour de ces mecs-là? On bricole avec l'avenir et on essaie de faire une équipe... Donc, la meilleure situation, selon toi, pour les Grizzlies, ce serait quoi? Je ne parle pas pour Marc Gasol, pour les Grizzlies. Ils doivent faire quoi? Je pense qu'ils vont transférer... ils doivent le transférer. Ils doivent transférer Marc Gasol. Et pour lui? Et pour lui, s'il n'y a pas de retour de la direction autour de lui... Il vaut mieux transférer? Il va partir. Maintenant, bon, vous avez vos avis aussi sur ça, vous pouvez nous les mettre en commentaire. Hein. Mais imaginons, il le transfère, ok, mais contre qui et dans quelle équipe?
La situation idéale pour lui, ce serait quoi? Moi, ce qui me semble être, on va dire, le poste de rêve pour lui, ce serait pivot titulaire à San Antonio. On sait qu'il y a déjà son frère qui est là-bas. Son frère pourrait tout à fait venir en pivot en remplacement. Et on aurait toujours la Marcus Aldridge, poste 4, qui nous fait une saison d'ailleurs énorme et qui ne serait pas chamboulée de l'avenue de Marc Gasol. Maintenant, il va falloir transférer. Hein. Donc les Spurs devraient aussi envoyer du lourd. Il faut voir aussi si les Spurs seraient d'accord de faire ce trade en ayant perdu pour Gasol. Je pense qu'ils seront d'accord. Hein. Les Spurs, si tu associes la Marcus Aldridge, Marc Gasol, tu as Kawhi Leonard qui est de retour, tu as toujours Tipeee qui fait un travail de dingue, Ginobili qui vient du banc, qui allume toujours. Même si tu dois transférer des gars, si tu transfères par exemple à Danny Green, tu peux quand même construire avec ce qui te reste sur le banc. Et tu as aussi Rudy Gay qui est dans cette équipe qui fonctionne très très bien. Ils ont de la matière pour aller chercher une bague, mais il leur manque peut-être ce petit plus au niveau poste 5. Marc Gasol, il était idéal dans ce rôle-là. Toi, moi je dis voilà, Spurs, toi tu dirais quoi? Bon, je pense que je te suis dans... Tu me suis dans l'idée? Dans l'idée Spurs, ouais, je vois bien rentrer dans le moule de Popovic. Dans sa vision du basket de Popovic. C'est un basket intelligent. Marc Gasol apprécie le gars aussi. Hein. Marc Gasol est un joueur très intelligent, puis basket très élevé. Très calme, très à l'écoute. Et puis basket à l'européenne. On sait que Popovic, son basket, c'est la circulation de balles, c'est le placement, c'est les passes au bon moment aux joueurs qui est démarqué, etc. Marc Gasol, justement pour un pivot, il a très bonne main. Donc il peut tout à fait s'inclure dans cette culture de la gagne aussi. Hein. Et Popovic a cette culture de la gagne. Hein. Marc Gasol, il a la culture de la gagne, mais il a envie de... Il n'arrive pas à le faire là, maintenant, tout de suite, aux Grizzlies. Ils n'ont pas l'effectif pour. Non. Dites-nous en commentaire, n'hésitez pas. Nous, on est à l'écoute de ce que vous avez aussi à nous dire sur le sujet. Maintenant, Patrick, DeAndre Jordan, autre situation. Un transfert qui est peut-être plus logique. Aux Rockets. Voilà, les Rockets. Alors, je crois que tu as un petit cadeau, enfin un cadeau non, mais un truc à nous montrer par rapport aux Rockets. Notre ami Dwight, alors, il n'y est plus, mais Rockets. Ils sont en feu. Le candidat numéro 1 pour le titre MVP, c'est aussi un Rocket, c'est James Harden. Et je vous ai mis le pull avec évidemment Houston inscrit dessus, même si c'est pas lié à la NBA. Mais en tout cas, les Rockets, c'est à la mode. Donc toi, tu vois bien DeAndre filer aux Rockets. C'est un gars du Texas en plus. Rejoindre son pote, Paul George. Chris Paul, pardon. Et c'est un gars de... C'est un Texan. C'est un Texan. Maintenant... est-ce qu'ils auraient intérêt à le transférer ou pas, les Clippers? Vu la saison, les objectifs, on sait qu'en début de saison, ils étaient là à dire oui, on va faire les playoffs, on va viser quand même quelque chose, etc. Austin Rivers avait déclaré ouvertement que l'équipe était meilleure cette saison que lorsqu'ils avaient Chris Paul. Bon, évidemment, ça c'est du flanc. C'est du flanc. On le voit. Les résultats sont catastrophiques. Plus de motivation à ces joueurs, ça. Mais c'est catastrophique ce qui se passe aux Clippers. Moi, je pense que ce serait pas bon qu'ils partent des Clippers parce que il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière? Mais si tu peux récupérer un gars, est-ce que ça vaut la peine de recommencer dès cette saison à construire? Il faut vraiment récupérer un gars qui est vraiment très 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 bon au même poste. Si il l'envoie aux Rockets, nous on dit les Rockets, mais ça peut être ailleurs bien entendu, mais si c'est aux Rockets, ils peuvent peut-être tenter de récupérer Clint Capella. Capella quand même, je vois mal les Rockets lâcher Capella là. Alors le trade vers les Rockets va être très compliqué. S'il ne lâche pas quand même du lourd, ça c'est vrai. Ça se fera pas. Surtout que Capella a des bonnes stats en ce moment. Il a des bonnes stats, ça tourne bien avec Chris Paul, avec James Harden, il s'entend extrêmement bien aussi. Puis donc la piste Rockets. Lui serait le plus grand déçu de partir des Rockets en se disant oh, putain, je fais une bonne saison, je commence bien, je me sens bien dans l'équipe, je suis bien dans la ville. Ça c'est la loi du marché, on sait qu'en NBA, t'as beau faire une grosse saison, à un moment donné tu peux te transférer. Si c'est pas les Rockets, il y a eu des rumeurs aussi qu'il l'envoyait à Milwaukee. Moi je pense que la piste Milwaukee, ça pourrait être la meilleure des pistes. On a une équipe jeune, il y a du talent, mais il leur manque ce poste 5. Un gars comme DeAndre, s'il retrouve ses sensations, ça peut être une plus-value énorme. Pour les associé à Giannis, il y a Jabari Parker, t'as Middleton, t'as Malcolm Brogdon,
T'as Eric Bledsoe qui est arrivé en cours de saison. Un bon 5 majeur, vraiment. Ce serait un 5 majeur de rêve. Après, pour récupérer DeAndre, il faut envoyer du lourd. Là, les gars comme Malcolm Brogdon, à mon avis, tu leur dis au revoir. Ouais. Chris Middleton, à mon avis aussi, tu lui dis au revoir aussi. Ouais. Donc, au final, est-ce que Milwaukee serait gagnant en devant envoyer autant de mecs? Oui, il serait gagnant. Il serait gagnant sur Tu récupères un type en poste 5 qui a de l'expérience. Grand athlète, mais magnifique athlète. Mais au niveau shooting, là, on est sur un joueur vrai que... inconstant. Donc, au lancer franc, on n'en parle pas. Lancer franc, on va pas en parler. Donc, moi, je pense que c'est pas non plus forcément enrichissant pour Milwaukee d'aller chercher ce mec-là. Mais ça peut faire une plus-value quand même. Ça peut faire une plus-value, peut-être en play-off. Maintenant, une situation en tout cas à suivre. Hein. On est un peu dans, on va dire, dans les rumeurs. Il n'y a encore rien de concret. Donc à suivre. On vous tiendra au courant de ce qui se passera à ce niveau-là. Maintenant, j'ai vu que tu avais ta veste Chicago. Alors ça, c'est parce que Chicago commence à gagner des matchs que tu nous la ressors. 4 victoires d'affilée, merci. Un grand Mirotic. Et Bobby Portis. Ça, il faut qu'on en parle. C'est très bizarre. Réconciliation de 2 gars. Alors les mecs en début de saison qui se sont battus. Les mecs se tapent sur la gueule en début de saison. Mirotic se retrouve avec le visage fracturé, mâchoire brisée, on en passe. Il revient seulement depuis une grosse semaine à la compétition. Quelle semaine donc. Et le gars qui lui casse la gueule devient, entre guillemets, son meilleur pote sur le terrain. J'ai bien dit sur le terrain. Ce duo fonctionne à merveille. Les Bulls commencent à gagner. Et là aussi, on a une équipe qui tourne bien, ça gagne. Et on a des rumeurs de trade. Là aussi. La rumeur de trade, c'est Mirotic avec Robin Lopez. Dans un départ. Voilà, donc un départ, on ne sait pas où. Ce qui est logique pour le GM, en se disant que ils n'ont pas intérêt à gagner s'il va y avoir un tour de draft l'année prochaine. Avec cette équipe-là des Bulls, bon, qui gagnent quelques matchs, mais on ne pense pas qu'ils peuvent faire les playoffs, ça ne sert à rien de gagner. Entre guillemets, ça ne sert à rien. Si on veut reconstruire pour les prochaines années, il faut des choix de draft. Il faut des choix de draft et il faut faire partir des joueurs qui sont en feu en ce moment. Donc, le fait que Mirotic fonctionne très bien, pour toi, c'est presque obligatoire de le transférer. Il est trop bon pour l'équipe, en fin de compte. Non, je pense pas qu'il est trop bon pour l'équipe. Je pense que c'est juste ici, il revient avec une rage de vaincre. Montrer que c'est pas le bon moment, quoi. Dans la construction de l'équipe, vu qu'ils veulent des choix de draft, ils veulent construire sur l'avenir, c'est pas en fait le bon moment pour faire des stats comme ça. Bah non, c'est pas le bon moment. Je sais pas s'il y a un bon moment ou pas. Quand tu vois la saison des Bulls, c'est ce qui va venir après. Donc, vu les confrontations qui les attendent, la saison est encore longue. La saison est encore il faut pas trop gagner pour avoir des choix de draft. Mais il faut pas trop aussi s'enflammer aussi non plus. Donc, si je t'écoute, c'est très bien ce qu'il fait. Mais en fin de compte, dans la configuration des Bulls, le fait qu'ils sont en train de se construire, qu'ils essaient d'avancer pour les prochaines années en mettant leurs joueurs en place, dont Denzel Valentine, Zach Lavine, Bobby Portis, bien entendu, qui lui fait clairement partie de l'avenir de cette équipe. Mirotic. Puis c'est un choix de draft qui va peut-être arriver. S'ils finissent dans les bas-fonds du classement, le choix de draft très haut, ils l'auront. Donc, si Mirotic commence à faire gagner cette équipe-là, il faut en fait l'envoyer ailleurs. Pour avoir quoi, des jeunes joueurs et continuer cette construction justement. Oui, des jeunes joueurs, il faut de la jeunesse. De la jeunesse, construire autour de la jeunesse et puis, comme j'ai dit précédemment, avoir un tour de draft très haut et puis repartir dans une construction de 3-4 ans. Moi, je pensais que Mirotic, il avait peut-être pas forcément le niveau NBA. Alors défensivement, on le sait, défensivement, il est pas bon du tout. Mais offensivement, là, il est en train de régaler. Très chaud. Donc en fait, il a toujours sa place en NBA selon toi? Oui, il a sa place en NBA. Okay. Quand tu vois les prestations des 4 derniers matchs, quand tu vois un type qui tourne à 11 sur 12 au tir, à 2 sur 3 à 3 points. Mais ça, c'est un match ou deux. Après, est-ce que c'est pas justement le retour qui fait qu'il se dit, bon, moi ici, on m'a mis plus bactère, je vais montrer que j'en veux, je vais montrer qui je suis. Et faire des stats comme ça, ok, mais est-ce qu'il peut faire ça sur toute la saison? Non. Ça m'étonnerait. Donc un trade est fort probable. On suivra l'actualité. N'hésitez pas aussi à suivre ce qui se passe du côté Bulls. On a un petit peu surpris quand même de cette saison des Bulls, en tout cas de ce qui se passe dernièrement. C'était prévisible. Mais à suivre, quoi. Vraiment, piano. Ils vont pas gagner 50 matchs. Ils vont pas faire les playoffs. Mais en tout cas, ce qui se passe là pour le moment, pour tous les fans, et on sait qu'il y a
énormément de fans des Bulls. Ça fait plusieurs des victoires. Et puis ça te donne l'occasion de mettre cette belle veste. Ça c'est sûr. Donc voilà. Surtout qu'elle est jolie. Maintenant, au niveau des rumeurs, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qui se passe vraiment là, tout fraîchement au niveau NBA. On a notre ami Dwight Howard qui est toujours bien à côté de nous. Alors, on va parler des candidats MVP. Voilà, les candidats MVP. On est loin de l'élection du candidat, mais il y a quand même là maintenant tout de suite des mecs qui sortent complètement du lot. On a 4-5 mecs. Surtout un qui sort vraiment du lot. Et il porte le même maillot que notre ami Dwight, c'est ça? Ouais. Voilà, très. James Harden. James Harden, ça c'est sa célébration. James Harden qui nous fait une saison clairement de MVP. Le gars a été longtemps deuxième, donc il a été 2 années de suite deuxième pour l'élection du titre MVP. Il a une course infernale l'année passée avec Russell Westbrook. Mais cette saison, on a l'impression que normalement, il doit l'avoir. Même après, si c'est peut-être trop tôt de le dire, mais normalement. C'est tôt pour le dire. Après, il y a quand même des mecs derrière aussi. On a LeBron James qui nous fait une saison complètement dingue. On va dire c'est comme d'habitude, on pourrait dire. Mais comme d'habitude, en fin de compte, voilà, il n'est pas tous les ans élu. Donc la NBA aime bien de renouveler un peu les récompenses. En tout cas, donner des récompenses à des joueurs différents. Donc James Harden, toujours en embuscade, mais il n'est pas le seul. Giannis Antetokounmpo, on va en parler, on va vous donner les stats. Il fait une saison de malade aussi. On a Kyrie Irving, qui nous fait une saison extraordinaire, qui met les Celtics vraiment au top du top dans la conférence Est. Énorme. Et on a aussi Kevin Durant. Moins fan à ce niveau-là, moi je ne suis pas fan du tout du gars. Voilà, c'est pas un secret, mais il mérite aussi d'être dans la course, d'être cité. Il fait des stats, l'équipe tourne à merveille. Donc, on va faire un petit point sur les statistiques justement des mecs, et vous allez aussi comprendre pourquoi on a mis ces mecs-là en candidat MVP. Après, on parlera aussi de la petite déception de l'ancien MVP, celui de l'année passée, Russell Westbrook. On va en parler, ne vous inquiétez pas avec ça. Alors, pour James Harden, donc le bilan parle pour lui, hein, si on doit lui donner le titre MVP. Il faut aussi que le mec mène son équipe très très haut. Avec lui, c'est le cas. Ouais. Rockets, clairement c'est le cas. Quelle position? Numéro 1 à l'ouest. 32 points. 32 points, 9 passes,5. Et ses stats au tir sont monstrueuses. 40% à 30 points, 45% au tir. Presque du jamais vu. C'est du jamais vu. En fait, il nous fait des stats à la LeBron, mais en plus fort encore que LeBron. Donc, James Harden en mode MVP, ça donne ça. 32 points, 9,5 passes, 5 rebonds en plus, 46% au tir et 40% à 3 points. Donc là, forcément, avec un gars comme ça, c'est l'assurance tout risque en fait. Il fait tout. Il y a Chris Paul qui est arrivé ici en cours de saison, puisqu'il a été blessé. Mais ça se passe. Qui bien aussi, qu'on en avait déjà parlé. Oui, ça se passe à merveille. James Harden continue à faire du James Harden. Chris Paul nous fait des doubles-doubles. Donc en fait, cette équipe, elle est en train de tout dévaster sur son passage. Tu sais que être premier à l'Ouest, c'est vraiment très dur. C'est très très dur parce qu'on a les Warriors qui sont encore en train de bien tourner. Il y a les Spurs qui, même avec un Kawhi Leonard qui a été blessé, qui vient seulement de revenir, Tipeee qui a été blessé, ils font le taf, ils sont 3e, les Spurs à l'Ouest. Donc il y a toujours ce danger en fait, que tu te relâches pendant une semaine ou deux à l'Ouest, tu te fais dépasser. Derrière ça arrive, ça revient. Voilà, mais les Rockets, pour le moment, depuis le début, ils sont premiers, ils restent premiers. James Harden, pour moi, c'est le MVP. Jusqu'à présent, en tout cas, c'est lui le MVP. Clairement, maintenant, il y a aussi un gars comme LeBron. LeBron, il fait tourner les Cavs, ça enchaîne les victoires. Ils sont 2e de leur conférence Est. Ils sont juste derrière Boston, mais LeBron nous fait du LeBron dans le texte. Hein. C'est, comme d'habitude, 28 points, 8 passes, plus de 8 rebonds, 57% au tir. 57%. Le mec te met presque 6 tirs sur 10. C'est du jamais vu. Ce sont ses meilleurs stats. Ses stats au tir sont vraiment un truc de fou. J'ai vu un match, il a fait 17 passes. 17 passes, voilà. Il vient de faire un match à 17 passes il y a 2 jours, je pense. Je sais plus c'est contre quelle équipe. Mais ça, c'est un truc énorme, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ce mec, on a l'impression qu'il est indestructible. Il vieillit, mais en fait, il se bonifie. Ses stats à l'heure actuelle, elles sont encore meilleures que les autres années. Est-ce que LeBron n'est pas en train de faire sa meilleure saison individuellement? En termes de statistiques individuelles, il n'a jamais produit une saison à presque 60% au tir. Il n'y a aucun joueur qui peut faire ça. Quel mec peut te mettre 60% au tir?
avec des tirs à 3 points, des tirs à mi-distance. Ah, quoique, Giannis Antetokounmpo, il est tout près quand même aussi. Hein. Giannis, il est pas loin non plus. Il est pas loin. Après, tu as des gars comme Stephen Curry et Kevin Durant, ils sont capables de hausser leur niveau et de venir titiller le King. Ouais, mais là, c'est vrai que 57,6% la production, de son tir, la production complète de ce qu'il fait, c'est pratiquement du jamais vu. Bah, c'est son équipe. Hein. Donc, on a, pour nous, on a James Harden en numéro 1, on a en numéro 2 LeBron qui nous fait toujours du LeBron. On peut aussi parler brièvement de Kevin Durant. Hein. 25 points, presque 7 rebonds, 5 passes. Lui, il a 52% au tir, 40% à 3 points. Donc ça aussi, c'est des stats de MVP. Il a déjà été MVP. Il a été MVP des finales. Ouais. Je pense pas que c'est un objectif pour lui de devenir MVP de nouveau. Je pense que c'est plus le... Mais il est dans la continuité. Il est dans la continuité de son basket, de son flair, sa qualité offensive. Ça, on ne pourra jamais rien dire sur Kevin Durant, qu'on le déteste ou pas. Ça reste au niveau de la production, il reste un magnifique comme il l'était les autres années. Ouais. Peut-être avec un peu plus de justesse encore. Ouais. L'équipe fonctionne très bien, ils sont deuxième. Enfin, voilà, ça déroule, quoi. Pas de souci pour les Warriors. Maintenant, c'est vrai que comme tu l'as dit, en troisième position, c'est normal, c'est tout à fait normal. Voilà, mais comme tu l'as dit, voilà, son truc, c'est pas forcément d'être MVP. Il fait une saison de fou. L'équipe, elle tourne à merveille. C'est pas un objectif premier pour lui. Donc, on va toujours porter de l'attention sur lui, bien entendu, parce qu'il fait figure de favori, mais normalement, il va pas être élu cette saison. En tout cas, si James Harden continue comme ça et LeBron, ça devrait se jouer entre ces trois mecs-là, mais avec Durant un peu en retrait. Un peu plus en retrait aussi, on a Kyrie Irving et Giannis Antetokounmpo. Alors le cas de Kyrie, on en avait parlé longuement dans notre premier épisode de Crossover, les Celtics. Beaucoup de questions autour du fait qu'il soit parti des Cavaliers. Mais c'est une équipe qui tourne vers les Celtics. On s'est dit à merveille. Peut-être qu'il ne va pas tourner autant qu'avant. Eh ben, n'empêche, il tourne bien. Il tourne plus que bien. Le fait est qu'on est à presque 24 points, presque 5 passes. Alors 50% au tir. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Il fait jouer tout le monde. Il est premier à l'Est. Premier de la conférence Est. Chaque joueur touche la balle. On a des gars comme Jason Tatum, vous en avez longuement parlé. Qui est rookie, qui fait du boulot de fou. Ça fonctionne très bien avec Al Horford. L'entente avec le coach Brad Stevens, c'est merveilleux. Lui-même le dit, j'ai jamais eu un coach comme ça. Et c'est ce que je recherchais justement, un coach intelligent et qui fait du basket qui me convient. C'est-à-dire du jeu offensif, mais aussi gommer un peu ses défauts au niveau défensif. Avec le coaching de Stevens, c'est ce qui se passe. Offensivement, c'est magnifique à voir. Défensivement, Kyrie Irving n'est pas un monstre, mais toutes ces petites erreurs défensives sont gommées grâce aux autres joueurs et au coaching de Stevens. Tu es d'accord avec ça ou pas? Ouais. Donc, candidat MVP aussi, parce que voilà, les Celtics ne vont pas ne pas en parler. Maintenant, face à des statistiques, comme on en a parlé, de James Harden et LeBron, il est en retrait malgré tout. Hein. Ouais, il est quand même en retrait malgré tout, parce qu'il joue plus collectif que par rapport aux trois qu'on a cités un peu plus au-dessus. Au Celtic, c'est vraiment chaque mec qui peut te mettre 10 points, 15 points. Ouais. Mais on a 6-7 mecs qui peuvent tourner comme ça. Dans les autres équipes, c'est ça leur force aussi. Par rapport c'est ça leur force, mais dans les autres équipes. Aux autres équipes de l'Est. Dans les autres équipes, on a James Harden qui lui est carrément au-dessus des autres. Et ça se voit tout à fait sur le terrain. Au niveau scoring, c'est le meilleur. LeBron, c'est lui qui fait tourner la boutique Cleveland. C'est la même chose. Voilà. Donc, quand il y a un effectif aussi complet qu'aux Celtics, c'est peut-être difficile de devenir MVP. Ouais. En tout cas, on devait absolument le citer pour le fonctionnement des Celtics. Pour le bon bilan, en tout cas. Voilà. Et puis, le dernier. Giannis Antetokounmpo. Alors là, lui, il nous régale aussi. Avec les Bucks. Il nous régale depuis le début de la saison. Et depuis le début de carrière, j'ai envie de dire, chaque année, il franchit des étapes. Physiquement, il est plus affûté. Il est beaucoup plus costaud, ouais. Il est plus costaut, j'ai l'impression qu'il est même encore plus rapide. Ce gars, c'est un ovni. Il a une envie de dingue sur le terrain. Il se bat à chaque ballon. Match. Il tourne à 30 points par match, à 10 rebonds. Très bon défenseur aussi. Bon défenseur, des mains énormes. Il peut aller chercher le ballon en bloc, alors que le mec est déjà en train d'aller sur le dunk. Il est capable d'aller contrer n'importe qui pratiquement. Fort pick and roll aussi. Fort pick and roll. Il est dans une équipe qui tourne, mais 4e, c'est bien. Maintenant, on attendait un tout petit peu plus. Moi, je pensais qu'ils allaient pouvoir peut-être aller titiller les Wizards, voir les Raptors, tu vois. Là, ils sont un peu en retrait.
Je pense que déjà 4e à l'Est, c'est pas mal. C'est pas mal, mais est-ce que être 4e à l'Est peut t'amener un titre MVP? Non. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Il y a Kyrie Irving qui fait tourner les Celtics, il y a LeBron, on en a parlé. Donc il est quand même en dehors de ce débat du fait tout simplement du résultat collectif. Comme on en parlait tout à l'heure en régie, il est jeune. Il est très jeune. Donc ça c'est un gars, vous devez absolument le suivre pour les 5-6 prochaines années. Là il aura des titres MVP. S'il n'y a pas de blessure, si tout continue à fonctionner comme maintenant, ce mec un jour il sera MVP, il sera peut-être même champion. Il y a un potentiel avec lui qui est énormissime. L'équipe il y a une marge de progression qui est... marge de progression qui est sans limite, un peu comme LeBron James. Mais il y a une équipe aussi qui est construite autour de lui. On lui fait confiance à Milwaukee, on met des mecs autour pour lui faciliter un peu la tâche, lui enlever un peu de pression au niveau scoring, au niveau de la création aussi. Au niveau de la défense aussi. Au niveau de la défense, on essaye aussi de mettre en place certaines choses, certains systèmes pour lui faciliter la tâche. Donc l'équipe, elle est entièrement dévouée. Et surtout aussi très jeune aussi, l'équipe aussi. Une équipe très jeune. Donc à suivre sur les, comme je dis, peut-être 4-5 ans, mais il pourrait tout à fait être MVP cette saison. Si les mecs dont on a parlé cette saison, ça va être quand même dur auparavant, à James Harden. Mais si les mecs dont on a parlé se blessent, alors on ne le souhaite pas, ça. Mais s'il y a une blessure, ça peut toujours arriver, et que Giannis continue sur sa lancée, il peut être MVP. Ouais. Maintenant, un sujet qui va peut-être diviser parce qu'il a beaucoup de fans, c'est Russell Westbrook. Alors Russell Westbrook, on ne l'a pas mis dans nos candidats. Pourquoi ? C'est le MVP en titre. L'année passée, il nous a fait une saison de fou. Patrick, toi, tu étais d'ailleurs fan de ce qu'il a fait. 42 triple-double. 42 triple-double, un truc comme ça, ouais. Record de triple-double, de toute façon. Saison triple-double, MVP, c'était tout à fait logique. James Harden était 2e. Cette saison, il n'est même pas dans la lutte, notre ami Russell. Pourquoi il n'est pas dans la lutte? Alors, brièvement, on vous fait un point encore sur les stats. Moi, je suis monsieur stats. Déjà, le Thunder ne gagne pas vraiment ces matchs de façon correcte. C'est souvent un peu ric-rac, c'est compliqué, c'est dans la douleur, c'est difficile. Ils sont 9e, tu l'as dit. Ses stats, c'est 23 points. L'année passée, il était à presque 32 points. Il est à 31,9. Donc on a une perte au niveau des points qui est énorme. Au niveau des rebonds, il est à 9 rebonds. L'année passée, il était à 10,7, donc presque 11 l'année passée. Ici, il est à 9. Et là, au niveau des passes, il est à 9,8 passes. Bon, c'est correct, bien entendu, c'est même énorme. Mais l'année passée, il était à 10,4. Donc, en termes de stats, il a diminué dans tous les secteurs. En termes d'efficacité, il n'y est plus. Est-ce que Westbrook a un problème de jouer avec des stars? Je pense qu'il y a un problème de jouer avec des stars. On avait parlé de le fait d'avoir autant de All-Stars. Paul George, Carmelo Anthony. La balle. Ils ont besoin du ballon pour être efficaces. De la balle. Westbrook, il en a besoin aussi. Et Westbrook, c'est un croqueur, il fait que croquer. Il fait que ça. Est-ce que... Donc, quand tu amènes des joueurs comme Paul George ou Carmelo Anthony qui croquent... Justement, est-ce que tu penses qu'il peut changer son jeu pour permettre à ces mecs-là de briller? Normalement, il aurait dû changer son jeu. Mais en même temps, de gagner des matchs. Parce qu'il modifie un peu son jeu, on l'a vu, il score beaucoup moins. Maintenant, ils ne sont pas en train de gagner. Ils ne peuvent pas dire, ouais, on est éblouissant. Ça prend du temps à mettre en place. Une équipe capable de briller sur le terrain, même s'il y a des superstars. Là, on pensait quand même que, même si ça prendrait du temps, il serait toujours dans la lutte des playoffs, bien entendu, et surtout beaucoup plus haut. Style 4, 5, 6e. Là, ils ne sont même pas en playoffs pour l'instant. Les playoffs commenceraient aujourd'hui, ils n'y sont pas. Est-ce que c'est logique avec un gars qui est MVP, donc Westbrook, un gars comme Paul George, un gars comme Carmelo Anthony, qui a de l'expérience à revendre? Ces mecs-là n'arrivent pas à faire tourner la boutique. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a trop d'ego aussi sur le Trop d'ego. Trop d'ego, tu le basket de Russell Westbrook, si. Maintenant, tu parles de trop d'ego, c'est du côté de Westbrook. Peut-être, mais aussi le problème d'ego surdimensionné de Carmelo Anthony, qui a déclaré encore récemment, moi je ne ferai pas partie de cette équipe en venant du banc. Je fais partie d'équipe, je suis un gars de 5 majeur, je resterai dans le 5, je ne viens pas du banc. Quand tu as un gars qui a la trentaine passée, qui a eu des blessures, qui n'a plus fait pleuve depuis plusieurs saisons, qui te dit, moi j'arrive ici, mais je veux être dans le 5, il est hors de question pour moi de venir du banc, est-ce que ça, c'est pas un truc qui te plombe un peu ton effectif? Ou en tout cas, ton projet sportif? Déjà, pour le coach, ça te plombe directement. Même si ça part d'une intention de jouer et de gagner. Voilà, de jouer, de gagner, de rendre service à l'équipe. Tu peux pas faire un turnover avec un
un gars comme Carmelo Anthony qui dit à la presse moi je serai dans le 5 majeur. Donc c'est pour pas toi, lui le coach, c'est pas lui qui. Malgré qu'on sait la qualité du joueur. Voilà, mais pour toi, Carmelo, il aurait à gagner. Il aurait à gagner et à faire gagner son équipe de se sacrifier. Oui. Voilà. Moi, je pense aussi qu'il doit se sacrifier pour le bien de Westbrook et de Paul George. Ça ferait un duo. C'est un peu plus simple de fonctionner en duo. Surtout qu'on ne sait pas si Paul George va rester au OKC. Si ça continue comme ça, il ne restera pas. Il restera pas. Mais c'est plus simple de fonctionner en duo avec deux gars qui croquent le ballon qu'un trio. Ouais. Donc on sait qu'il y a eu des big three dans l'histoire, notamment récemment, Miami Heat, on le sait, c'était un trio, mais il y a eu des sacrifices. Chris Bosh s'était sacrifié. Dwayne Wade aussi. Oui, aussi. Aux Warriors, c'est même plus un trio, là, on est carrément sur une équipe de Hall of Famer, mais il y a des gars qui sacrifient. Klay Thompson se sacrifie énormément. Draymond Green se sacrifie. Du côté Thunder, il n'y a personne qui a l'air de sacrifier. Westbrook, il ne se sacrifie pas tant que ça. Il fait moins de production offensive. On a l'impression que c'est parce qu'il est maladroit. Il ne sent pas le jeu pour amener son équipe là où elle doit être amenée. Par rapport au trio, on pourrait comparer au Golden State. Quand tu vois le OKC, c'est pas une bande de potes qui jouent. C'est des mecs qui sont associés. Moi, je joue pour mes stats et puis au revoir. Voilà, c'est des mecs qui sont associés. Ça, tu peux pas gagner des matchs. En disant voilà, on est bon, on s'associe, on fait le truc et on verra. C'est pas comme tu l'as dit une bande de potes. Mais si au final t'es pas en playoff, ça va faire. Paul George, moi je pense qu'il va se barrer sûrement. On parle de Los Angeles, donc normalement ce sera les Lakers, voire les Clippers, pourquoi pas. C'est un gars qui veut être à LA, c'est un gars de là-bas, il y sera certainement. Carmelo, il va peut-être rester, mais voilà, est-ce que c'est avec lui que tu peux construire quelque chose? Je pense pas. Donc grosse déception pour cette équipe du Thunder et Russell Westbrook. Encore une fois là non plus, n'hésitez pas, dites-nous ce que vous en pensez. On est un peu sévère peut-être de taper comme ça sur la tête de Westbrook. On attend beaucoup plus du MVP en titre. Et d'OKC aussi. Et d'OKC. Maintenant, Patrick, pour tout ce qui est rumeurs, je pense qu'on a fait le tour des petites rumeurs de trade, etc. Pour ce qui est nos candidats MVP, on a fait le tour aussi. Ouais. Oui, on pouvait peut-être parler un peu de Blake Griffin. Bon, on aurait pu le mettre aussi dans les 5. En tout cas, en pré-saison, on l'aurait mis. Avec sa blessure aussi. Voilà, là il vient de se blesser. Ça peut taper fort sur le truc. Il tourne toujours à 23,8 rebonds. Bon, il fait des stats. Maintenant, on en a parlé avec DeAndre Jordan. Ça fonctionne pas aux Clippers, ils n'ont pas de réussite. Manque de leadership aussi. Manque de leadership, ça c'est le gros problème de Blake Griffin. Il fait des stats, mais on n'a pas l'impression que c'est un leader, un meneur d'hommes. Donc voilà, lui non plus n'est pas dans les candidats alors qu'il fait des bonnes stats. C'est la faute, on va dire, à pas de chance pour la blessure et la faute du bilan des Clippers. Par rapport à ce débat MVP, je pense qu'on a fait un peu le tour. Maintenant, Patrick, on va lancer une nouvelle séquence. En fait, on a la séquence rétro. Donc, on va parler de façon ponctuelle de joueurs, de coachs ou même des équipes qui font partie du passé, mais qui ont marqué l'histoire NBA. On sait qu'on a des gens assez jeunes qui nous suivent aussi. Et c'est un peu pour leur faire partager des légendes du jeu un peu oubliées, un peu mises de côté. Aujourd'hui, le joueur dont tu vas un peu nous parler, c'est Pistol Pete Maravich. Donc vas-y, parle-nous un peu de ce joueur, de son vécu. Merci à toi Geoffrey. Comme le basket est un sport d'hier et d'aujourd'hui, je vais vous présenter Pete Maravich, né le 22 juin 1947 en Pennsylvanie, et qui vient d'une famille d'origine serbe. Et qui a grandi à Philadelphie. C'est un joueur qui, en statistique en carrière, tournait à 24 points de moyenne, 5,4 au pass et 4,2 au rebond pour 658 matchs de carrière. Voilà, et ça c'est sur une période assez courte en fait. Il a joué 10 ans avec beaucoup de blessures. Avec beaucoup de blessures. Hall of Famer en 1987. Hall of Famer, jamais champion NBA. Jamais champion NBA. Le gros, on va dire, le gros point un peu négatif de Pete, c'était en fait son vécu. C'est pas sur le terrain que ça s'est passé, c'est on va dire dans les coulisses. C'est dans les coulisses. On sait que c'est un alcoolique. Donc ça, il n'y a pas de secret là-dedans. Il n'y a pas de secret, quand tu rentres dedans, tu sais plus en sortir. Tu sais plus en sortir. Il a eu pas mal de blessures aussi. C'était un joueur torturé. Torturé par l'alcool, comme tu l'as dit, par ses problèmes extra-sportifs aussi. Et c'est un joueur avec un jeu qui était vraiment inventif. Si tu devrais le comparer à des gars d'aujourd'hui. Moi, je le verrais bien un peu, tu vois, à la Steve Nash. Steve Nash, ouais. Créateur à la place. Un peu frêle aussi. Un peu frêle. Pete Maravich, il a eu des blessures. Alors, c'était un gars un peu fin. Regardez des photos ou des vidéos. N'hésitez pas à regarder ça. Vous verrez, il y a des bons mix quand même qui existent sur lui. Même s'il y en a peu.
Les années 70, c'est un peu une période un peu sombre pour la NBA. C'était un petit peu trop tôt pour lui. Il est arrivé juste avant les années 80, donc les années 80 qui ont lancé la NBA vraiment sur le monde. Et le problème, c'est que son jeu était un jeu à risque. À cette époque-là, on voulait du concret, on voulait pas trop tout ce qui était, on va dire entre guillemets, artistique. Pas trop de dribble, on voulait de l'efficacité. Lui, c'était le Showtime avant le Showtime. C'est d'ailleurs de Magic Johnson, c'est lui qui l'a dit, que Pete Maravich était le Showtime avant le Showtime. Donc, Pete Maravich, pour moi, c'est un peu le Steve Nash des années 70. Toi, tu le comparerais aussi à Steve Nash ou tu as une autre vision du mec? Oui, Steve Nash est un peu aussi dans ce côté aussi comme le logo, quoi. Jerry West. Jerry West, c'était des joueurs... à ce moment-là, le basket était dominé par le côté black de la population. Et ici, c'est vrai parce que dans les années 70, de toute façon, même au niveau, on va dire, culturel, il y avait vraiment cette lutte des classes en fait. Tu avais les blancs d'un côté, tu avais les blacks de l'autre. C'est pas comme maintenant, comme ici, avec un black, un blanc, où il n'y a pas de problème, on est là, ça fonctionne à merveille. Là, c'était une autre époque. C'était une autre époque avec tout ce qu'on connaît. Avec les luttes raciales, etc. Les années 70 ont été assez compliquées. Il est arrivé dans ce domaine de la NBA qui était dominé par ce côté black et il a amené son basket à lui. Mais qui ne plaisait pas forcément au coach, au général manager, etc. On ne lui faisait pas confiance plus que ça non plus. Hein. D'ailleurs, il n'a pas eu du succès, on va dire, collectif. Mais individuellement. Malgré ça, il a quand même marqué son empreinte dans le basket moderne en établissement des records de points marqués. En NCAA surtout. En NCAA, ça a été un universitaire. Où il a vraiment. Il détient encore les records actuellement. Au niveau du nombre de points, je pense que c'est lui le meilleur numéro 1. 3667 points. Voilà, ça déjà, ça te classe le mec. Alors là, c'était la mode aussi de faire des cursus complets. Ouais. Maintenant, les mecs, ils font 1 an, 2 ans, après ils s'en vont. Directement donc ils ne peuvent pas non plus aller titiller des records comme ça. Mais là, qu'il a de moyenne de points carrière 44,2 points. En NCAA. En NCAA, c'est vraiment quand même énorme. C'est inaccessible. Là maintenant, on n'a pas des mecs qui font des cursus complets. Donc c'est presque impossible. Ce record-là, il ne sautera pas à mon avis. Non. Ok. Il sortira pas. Donc, si on peut dire autre chose de Pistol Pete, c'est un gars qui avait vraiment montré un côté créatif, inventif dans le jeu dans les années 70. Trop tôt. S'il était là aujourd'hui avec ce jeu-là et avec justement la personnalité, on le sait, comme on l'a dit, bon, un gars extra sportivement, il avait des gros problèmes. Avec l'explosion de la small ball. Ouais, mais au niveau extra sportif, il avait de gros soucis. Il ferait la une des tabloïds. Ouais, il ferait la une des tabloïds. Il serait sur les sites, on en parlerait tous les jours. C'est en fait un peu le style rockstar, quoi. Ouais, alcool, drogue et rock'n'roll. Un peu à la Dennis Rodman. Un peu à la Dennis Rodman. Peut-être plus sage, mais peut-être même encore plus torturé aussi. Hein. Ouais, tu penses? Je pense qu'il est encore plus torturé, notre ami Pistol Pete. Il est décédé, donc on lui rend un petit hommage en faisant cette petite parenthèse sur lui dans notre séquence rétro. Donc il est décédé d'un arrêt cardiaque. Voilà, un très beau joueur, un grand joueur, jamais champion. Il a arrêté sa carrière l'année avant que les Celtics soient champions avec Larry Bird. Donc il y a eu aussi un petit peu de malchance. Il est passé par Atlanta, par les Jazz de la Nouvelle-Orléans. Ouais, des bonnes saisons, statistiques individuelles, mais pas de succès collectif. Un joueur qu'il faut vraiment aller voir sur YouTube pour voir à quel point le basket a vraiment évolué et pour voir à quel point il domine. Un énorme joueur de son temps, quoi. Patrick, moi je pense qu'on peut en rester là pour aujourd'hui sur notre émission Crossover. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. On va vous refaire une vidéo dans quelques jours. En fait, ce sera une vidéo spéciale Noël. On vous fera juste une petite vidéo de quelques minutes avec les rendez-vous du soir de Noël, les joueurs à suivre, les confrontations, tout ce qui va pouvoir se passer ce soir-là. En avance, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et de bien vous connecter le soir de Noël. Bientôt.